sa construction commence au Xe, XIe siècle. Autour de l'an 1000, il y a des premières fondations qui vont servir ensuite à être amplifiées par après. Mais on peut dire qu'autour de l'an 1000, les débuts de cette cathédrale sont entamés. C'est commencé. Après, ça va évoluer. Là, la partie que vous avez derrière nous, la façade, c'est évidemment l'élément le plus tardif. Vous voyez un petit peu, c'est extrêmement original avec quantité de choses qui signifient un peu l'élévation, la hauteur, la montée, l'élévation de l'âme vers Dieu, etc. C'est une très forte connotation spirituelle. Et la façade est du XVIe siècle, c'est assez tardif. La façade est du XVIe siècle. Elle est presque contemporaine de l'invention de l'imprimerie que nous étions en train de voir il y a quelques centaines de mètres. Le début au Xe, XIe siècle. C'est le cœur. Et la fin de la construction. C'est ça. On est pratiquement au XVe, XIVe XVIe siècle. Au XVIe siècle. Il faut savoir aussi que dans les années 1980, ce qu'on appelle la tour de Klotz, qu'on verra plus tard, la tour qui est au milieu sur la croix du transept, a été refaite puisqu'elle a été touchée pendant la guerre et il y avait une construction provisoire. Donc ça veut dire, en fin de compte, je peux dire sans crainte que depuis que cette cathédrale-là que nous voyons en ce moment, elle est en permanents travaux depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans. Voilà. Parce qu'il y a une association en bas, à 100 mètres d'ici, qui s'appelle l'Œuvre Notre-Dame, qui est chargée d'assurer, si je puis dire un peu vulgairement, d'assurer le service après-vente. Donc un certain nombre de professionnels de très haut niveau, sculpteurs sur bois, sculpteurs sur pierre, architectes, artisans hautement qualifiés, donc des personnes de très haut niveau qui assurent l'entretien permanent de ce monument, parce qu'évidemment, ce bâtiment est tellement complexe, il nécessite évidemment un entretien, pas une mise à jour, mais il faut le surveiller, parce qu'évidemment le sol bouge, etc. Et ceci doit être toujours dans l'optique de tout monument historique. Donc en un mot, M. Marion, ce bâtiment derrière nous a derrière lui plus de 800 ans d'histoire. Oui, il a 1000 ans d'histoire, ça il ne faut pas hésiter. Ah, 1000 ans d'histoire. Il y a 3 ou 4 ans, cette cathédrale a fêté ses 1000 ans de création. Wow. Solennel. 1000 ans. C'est formidable ça. C'est sans doute un des plus anciens, c'est pas le plus ancien, mais un des plus anciens d'Europe. Ok, bon, on est dans la région alsacienne, à Strasbourg, et on connaît cette région pour son histoire un peu... c'est une très belle histoire, hein. Très belle, mais très douloureuse et très sanglante. Douloureuse, exactement. Parce que l'histoire d'Alsace, c'est une histoire de guerre. Histoire de guerre. Pas se faire d'illusions. La cathédrale a survécu. La cathédrale a subi chaque guerre. On peut dire qu'à chaque guerre, elle a eu son lot de souffrances et de destruction. Et toujours, ça il faut le signaler, toujours, les dégâts ont été réparés de façon à ce que ce bâtiment conserve toujours à la fois sa beauté, sa force spirituelle et son côté affectif qui relie tout le monde. Est-ce que cela voudrait dire que la cathédrale a subi de considérables dommages durant la guerre? Ah oui, la cathédrale a perdu sa charpente, elle a perdu des parties importantes. Elle a perdu la tour de transept, que nous verrons, qu'on appelle aujourd'hui la tour de Klotz, a été détruite. Bon, il n'y a eu que ça de détruit, mais tout ce bâtiment-là, ce quartier-là, a été très fortement endommagé. Le temple neuf, on voit les échafaudages derrière. Cette construction-là date du 19e siècle. Parce qu'avant, il y avait une église gothique pratiquement contemporaine de la cathédrale qui a été totalement détruite avec tout le quartier au mois d'août de 1870. Donc, M. Marion, l'Alsace a été occupée par l'Allemagne et les Allemands ont quand même pris soin de la cathédrale. Alors, une fois que la guerre a été terminée en 1871. Bon, là, on parle d'une première guerre entre la France et l'Allemagne. Il y en a plusieurs. Il faut remonter avant Jésus-Christ. Bon. Parce qu'il y en a tellement eu. Enfin bon, la France et l'Allemagne, l'Alsace, c'est un statut, fait partie du Saint-Empire romain germanique. Depuis la fin du premier millénaire. Donc on n'a pas de saucisses à découper, si vous voulez. On est obligé toujours de savoir à quelle époque pour savoir où étaient les frontières.
Et ce pays-là a été allemand pendant de longs siècles, avant de devenir français. Et c'est Louis XIV, en 1664, qui a occupé de façon autoritaire l'Alsace. Très bien. Donc les Allemands ont quand même proposé le... Alors, les Allemands, alors oui, il faut dire ceci. Je vois ta question. Il faut savoir que lorsque l'Allemagne a occupé les 3 départements, après la guerre de 1870, sur le fameux traité de Francfort, et l'Alsace est devenue allemande, jusqu'en 1918. Et je dois dire que les Allemands ont pris un soin extrême de ce monument. Ils l'ont très bien soigné, ils l'ont surveillé, ils ont fait les travaux qu'il y avait à faire. Les Allemands en ont pris soin comme les Français. Ils en ont pris un soin jaloux et ça, il ne faut pas le nier. Parce que quand on voit ce patrimoine-là, c'est quelque chose qui est tellement grandiose, tellement beau, tellement ancien, qu'on ne peut pas imaginer que ça ne puisse pas exister. Ce bâtiment-là derrière nous, c'est vraiment l'identité de l'Alsace. On ne peut pas imaginer que quelque chose soit des types là-dedans. Très bien. Merci, monsieur. Je pense que c'est cette tour-là, on dit. Oui, monsieur. Alors, voilà ce qu'on appelle la tour de Klotz. Klotz, c'est l'architecte qui l'avait conçue. Ok. Et cette tour-là avait brûlé précisément pendant la guerre. Pendant la guerre. Donc elle avait été remplacée par une très vilaine tour provisoire. Et cette construction donc, définitive a été faite à la fin des années 1980. À la fin des années 1980. Et c'était à mon avis très bien fait, c'est dans le goût de l'époque. Et c'est parfaitement homogène avec le... Avec l'ancienne. Avec l'original. Oui, tout à fait. Je trouve que là, les architectes ont fait un très joli travail. Très bien. Alors, on voit toute cette forêt de pierre, évidemment. On voit, les toitures ici sont vertes. Là, parce que c'est en cuivre. Et le cuivre fait du vert-gris. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre cette cathédrale et la cathédrale Notre-Dame de Paris? Ah ben, il y a beaucoup de choses. D'abord, ce sont des lieux de culte, tous les deux des cathédrales, donc des lieux de haut potentiel spirituel, si tu veux. Elles sont toutes les deux dirigées par un évêque. Parce qu'une cathédrale, c'est d'abord... Moi, je parle au niveau architectural. Elles sont très proches. Elles ont beaucoup de points communs. Mais il faut savoir que jamais une église ne ressemble à une autre. C'est vrai. Il n'y a pas de série, il n'y a pas de modèle standard. Chacune a vraiment ses spécificités. On a vu la couleur, par exemple, la pierre ici, la pierre est rose. Donc les constructions seront roses. À Paris, ce sera beaucoup plus blanc parce que le calcaire est blanc. À Paris, c'est du calcaire. Ici, c'est du grès. Donc la pierre n'est pas la même. Nous avons vu également à Cadatoul, c'est du calcaire blanc. À Metz aussi. À Metz, non, à Metz, c'est un grès rose. C'est vrai. Mais rose pur, sans le bariolage qu'il y a ici. Ici, bon, on voit comme des veines blanchâtres, tandis que Metz, c'est vraiment un rose uniforme qui est presque irréel. Très bien. Ah, elle? Là, c'est un noir. Hein, il a Le seul noir de la cathédrale? Ah oui, c'est très récent. Quand les constructeurs construisent la cathédrale, il n'y a pas de noir à ce moment-là en France. En France? Ah oui, mais en Europe. 12e, 13e, 14e siècle, il n'y a pas de noir. Il faut attendre largement la Renaissance, et c'est l'époque justement où sera construite cette partie de la cathédrale. Et quand vous parlez de la Renaissance, M. Marion, oui. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est quel siècle, c'est quelle période? Alors, je vais remonter un petit peu. L'Empire romain tombe en 476, après Jésus-Christ, bien sûr. Et à ce moment-là commence le Moyen-Âge. À peu près 100 000 ans, puisque le Moyen-Âge prendra fin en 1453, qui est la chute de l'Empire romain de Constantinople. Donc en gros, ça fait à peu près 1000 ans de Moyen-Âge, et donc à partir de 1453,
c'est le début de la Renaissance, jusqu'aux environs de 1600. À partir de 1600, on parlera du grand siècle. À partir de 1700, on parlera du siècle des Lumières. À partir de 1800, ce sera... c'est le monde moderne. À ce moment-là, il n'y a plus de... Le monde contemporain. Monde contemporain, tout à fait. Avec la révolution industrielle au 19e, puis le 20e qui est encore tout frais dans nos mémoires et qui vient de se terminer voici 19 ans. Là, nous sommes sur le flanc nord de la cathédrale. C'est le flanc nord. Et parce que cette cathédrale, comme normalement la très grosse majorité des églises chrétiennes, est orientée. Orientée, ça veut dire tournée vers l'Orient, c'est-à-dire vers le soleil levant. Et la façade est donc à l'ouest parce qu'elle est tournée vers l'est. Donc la longueur correspond en gros en général, à un axe est-ouest. Donc de l'autre côté, c'est le sud, et donc ce côté-là que nous avons devant nous, c'est donc le nord, le côté nord. Évidemment, en hiver, c'est un côté qui est très triste, très gris, très venteux aussi. Vous voyez, quand le printemps arrive, il est très lumineux et on a une très belle vue sur la cathédrale, qui est un morceau absolument prodigieux de l'architecture gothique. Et vous m'avez expliqué que chaque aile de la cathédrale a été... Non, Cléber. Alors, on va se retrouver un petit peu. Et là, on voit, par exemple, ce gros massif avec les deux petites tours pointues. Voilà, ça c'est l'époque romane. On est donc 11-12e siècle. C'est la partie la plus ancienne de la cathédrale, on verra de l'intérieur aussi. C'est très lourd, il y a beaucoup de pierres, les murs sont extrêmement épais. L'architecte n'est pas très sûr de lui, donc il le conçoit de façon extrêmement lourde, mais c'est solide, ça tient bien, ça, il n'y a pas de risque. Et là, on voit effectivement une partie qui est spécifiquement romane. En dessous, ce sera refait plus tard, comme je disais, à la Renaissance. Ces galeries, ce qu'on appelle ces galeries-là de Creuse, ont été construites au XVIIIe siècle, donc c'est un petit peu hors sujet, mais ça reste quand même extrêmement décoratif. La grande partie gothique est du XIIIe siècle. XIIIe siècle. XIIIe siècle. On verra, c'est la partie la plus longue, c'est le contenu de la cathédrale en fait. Le gros massif que nous avons de notre droite ici, c'est la façade avec ces deux tours, je dirais pourquoi deux tours, comme on voit qu'une. Et ça correspond, disons, au XVe siècle. L'extrême finition de la façade, ce sera au XVIe siècle. On marche. On voit une gargouille ici, qui est en train de regarder un petit peu. C'est un chien, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est amusant. Alors, je vais te montrer quelque chose d'un peu amusant. Là, c'est la cathédrale assez spacieuse. Eh bien, dimanche matin, le jour de Pâques, on ne pouvait pas passer sur cette place. Il y avait quelques milliers de personnes. Évidemment, tout le monde voulait aller visiter l'intérieur. Il fallait, je ne sais pas combien, 1 heure ou 2 heures d'attente pour pouvoir rentrer. Parce qu'évidemment, il y a des vigiles qui font un petit contrôle des bagages qu'on peut avoir pour la sécurité. Surtout en ce moment, alors qu'il y a une dizaine de jours, Notre-Dame de Paris flambait. Donc c'est encore, les contrôles sont un petit peu renforcés. Enfin, bon, ça reste quand même un monument qui est très visité. Et c'est vraiment un très grand chef-d'œuvre. On va voir la façade de l'art gothique. Cette cathédrale-là est vraiment le symbole, on peut le dire, vraiment le symbole de l'identité alsacienne. Il ne faut pas oublier que cette région, l'Alsace, a été terre d'empire, le Saint-Empire romain germanique, jusqu'au moment où Louis XIV, disons franchement, l'accapare. À ce moment-là, l'Alsace devient française. C'est nommé en 1564, donc c'est assez récent dans l'histoire. Jusqu'alors, l'Allemagne est vraiment l'Alsace, est vraiment germanique. Et c'est vraiment un pays où on parle l'allemand, de culture germanique, etc. Et c'est une cathédrale de construction germanique. La culture germanique est toujours présente dans cette... L'architecture est germanique? Oui, oui.
Mais c'est un gothique qui est devenu un gothique européen en fin de compte. Ouais, ouais. Le premier monument gothique, c'est la basilique Saint-Denis à Paris, qui est devenue cathédrale entre-temps. Et c'est vraiment le premier bâtiment gothique, et qui est une splendeur parce que c'est quelque chose de très réussi. Donc pour un coup d'essai, c'était vraiment un coup de maître, avec une architecture nouvelle, donc beaucoup moins de pierre, beaucoup plus de lumière, avec les fenêtres et les vitraux, et surtout une nouvelle technique de construction. Avec le gothique, en effet, le poids de la voûte, qui est construite en mur, ce poids-là est réparti sur le sol, alors qu'avec le roman, le poids s'écarte, donc on est obligé de faire des murs extrêmement épais pour compenser. Et donc Saint-Denis va rester le modèle de toute l'architecture gothique de toute l'Europe entière. Très bien. Parce que je vais te montrer quelque chose, tu vas le deviner. On va dedans tout de suite peut-être. Il n'y a pas trop de monde, on va profiter. Cette nef qui est vraiment de toute beauté. Mais il y a un petit décalage entre la nef et le chœur. Il y avait près 60 cm de décalage sur la gauche. Le chœur n'est pas exactement dans l'alignement. Il y a des petites bizarreries comme ça, des erreurs de calcul, mais ça rend cette cathédrale encore plus belle. On voit effectivement cette voûte qui est contemporaine de Notre-Dame de Paris. Cette voûte-là est contemporaine de Notre-Dame de Paris. En gros, XIIIe siècle. XIIIe siècle. XIIIe siècle. Tout à fait. Alors à gauche, on voit l'orgue, c'est ce magnifique orgue qui date de la Renaissance, donc, le buffet. Il y a plusieurs époques, évidemment. Et la partie du bas est contemporaine de la découverte de la nef par Christophe Colomb, 1489. Donc Christophe Colomb est en 1492. Wow. Donc la partie du bas de l'orgue est vraiment la partie la plus ancienne. L'eau a été ajoutée un petit peu plus tard. Donc une très belle hauteur, une très belle largeur, c'est pas baisse, c'est pas élevé, c'est Strasbourg, ça c'est spécifique comme Strasbourg. D'origine. Ces vitraux ont plus de 500 ans. En plus de 500 ans. Ah oui, tout à fait. Tous ces vitraux-là, derrière et puis en haut. Et bon, c'est dommage qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Alors cette rosace est très célèbre aussi. Il n'y a pas de sujet qui soit développé. C'est un thème qui est, comme on dit, stéréotypé. Chaque pétale de la rosace se reproduit de manière. Les vitraux, on peut te dire il y a quelques
sont maintenant, ils apparaissent vraiment dans leur couleur d'origine. Et c'est vraiment des vitraux de qualité. Ils sont jolis. C'est magnifique. Ouais, c'est super magnifique. On marche un peu. Oui, monsieur Marion. Vous m'avez dit tout à l'heure que là, il y a quelque Nef, ce qu'on appelle la nef, date du XIIIe siècle. Et cette partie-là est tout à fait contemporaine de Notre-Dame de Paris. Alors on peut apercevoir un petit décalage entre la nef avec les clés de voûte qui sont dessinées au plafond et puis l'axe du chœur qui est légèrement décalé. Ah oui. Le chœur est un petit peu à droite et la nef est un petit peu à gauche. C'est un petit décalage de faute calcul, tout simplement. L'orgue, ça date de très longtemps. L'orgue, la partie inférieure de l'orgue, donc de la rambarde jusqu'en bas, date de 1489. Donc 3 ans avant que Christophe Colomb aille faire un petit tour de tourisme aux Amériques. La partie supérieure va être rajoutée un petit peu plus tard. Donc on a affaire à une pierre rose avec des petites irrégularités de couleur. Comme on peut le voir, c'est tout à fait significatif de cette cathédrale. On va voir tout à l'heure quand on va s'approcher du chœur, c'est la partie la plus ancienne. Là, il va falloir à peu près remarquer les vitraux, qui sont encore des vitraux d'origine. Ils ont été nettoyés il y a quelques années et qui ont vraiment retrouvé leur beauté qui est celle de leur création. Vous parlez de ces vitraux là. Tout à fait. C'est magnifique. Tout à fait. Alors, quand il y a un petit brin de soleil dedans, c'est encore plus beau. On se contente de ce qu'on trouve aujourd'hui. Même sans soleil, il reste quand même absolument magnifique. Et voici l'orgue. Et voici l'orgue debout en dessous, on le verra tout à l'heure sous un autre angle. Et bien impressionnant, c'est un magnifique instrument qui a été refait il y a quelques années, et j'étais à l'inauguration. Avec cette très belle rosace, une des grandes rosaces de 12 mètres et quelques de largeur. Alors ici par exemple, quand je dis que les vitraux ont été nettoyés, on voit sur la gauche, Attends. c'est un peu de soleil, illumine un peu ces vitraux. Sur la gauche, on voit que les vitraux ont été nettoyés. Donc ils sont très propres, magnifiques et très lumineux. Et on voit au fond un vitrail qui n'a pas encore été nettoyé. On voit la différence, voilà exactement. Et là on voit la différence, un vitrail. Bon, non pas qu'il y ait ça, mais il y a beaucoup de pollution à Strasbourg. Et ça contribue évidemment à obscurcir un peu la luminosité de ces vitraux. Qui sont, je le rappelle, des vitraux d'origine qui ont plus de 500 ans d'âge. Alors ça c'est le rez-de-chaussée. Et il y a également ces vitraux tout en haut qui sont tout à fait aussi remarquables et de la même époque que les autres. Très bien. Voilà. Donc évidemment, à l'époque de la construction de cette cathédrale, il n'y a pas encore de micro. Et la seule façon qu'on avait trouvée pour se faire entendre, avec la cathédrale très longue, il faut que les prédicateurs prêchent très fort. Là, c'est la chaire à prêcher. Ah, donc ça, c'est une chaire. Voilà, et donc on va voir, on monte en haut, et puis on parle, c'est bien qu'on monte un petit peu, la voix porte. La voix porte. Ouais. Or, cette chaire a été construite spécifiquement pour Jean Gailliard de Kaisersberg, C'était qui? un prédicateur catholique à l'époque de la réforme protestante. Parce qu'évidemment, nous sommes ici en Alsace, et la réforme protestante a été extrêmement virulente. Il y avait vraiment
une opposition entre catholiques et protestants. Alors si j'avais un peu d'humour, je dirais que Jean Gaillard de Cazesberg a une particularité. Il est né le 16 mars. Or, tous les gens qui sont nés le 16 mars sont tous des gens absolument merveilleux et extraordinaires, comme vous. Comme vous, non, je n'ai pas donné d'exemple, non, je n'ai pas allé jusque-là. Puis qui sont derrière. Pourquoi ce grillage, M. Marion? Pardon? Pourquoi ce grillage? Eh bien, c'est pour empêcher de passer la main, parce qu'on le voit ici, il est en manque. Et ces statues ont été volées. Ils ont été volés. Donc il a fallu les refaire. C'est un vol, tout simplement. Donc, on a mis ça comme ça, on ne peut pas passer au travers. Donc c'est pour protéger un peu cet ensemble-là. Tout ça, c'est de la pierre, hein, il faut le préciser. Oui, c'est ce que vraiment je vois, c'est de la pierre. un très gros travail d'une finesse tout à fait inouïe. C'est un chef-d'œuvre de gothique tardif, ceci. Un morceau vraiment d'anthologie qui figure dans tous les livres d'architecture. Avant d'être une église catholique, c'était d'abord un lieu de culte Oui, romain, on m'avait expliqué que un là, lieu de culte païen. Et à cet endroit-là, c'est là actuellement une chapelle. Voilà. Une chapelle qui est réservée à la prière. Et ici, à 10 ou 15 mètres entre là, se trouvent les ruines. En sous-sol. En sous-sol, se trouvent les ruines, enfin les fondations d'un ancien temple romain. un ancien temple romain. Ça veut dire que dès qu'il y a eu une colonisation romaine, cet endroit-là a été un lieu de culte ou un lieu consacré à la religion. Et après, comme souvent, le christianisme va adopter les anciens lieux de culte païens pour les christianiser. Ce sera exactement le cas pour cette cathédrale. Alors cette cathédrale-là, ce sera la 4e ou la 5e construction qu'il y a depuis l'époque des origines. D'abord, chaque génération va raser l'ancienne, va construire en plus grand, puis en plus grand, puis encore en plus grand. Là, on peut apprécier la largeur des bas-côtés, par exemple, c'est extrêmement spacieux. C'est presque une nef à son tout seul. Voilà, on a le cœur. Voici, ça c'est le cœur de la cathédrale, qui est la partie la plus ancienne, donc qui remonte au XIIe siècle. On voit les poteaux sont extrêmement larges. Il y a beaucoup de pierres. On aperçoit quelques lumières en haut avec les fenêtres de la tour. Et c'est vraiment la partie la plus ancienne et elle est surélevée parce qu'en dessous, il y a ce qu'on appelle une crypte. On va apercevoir un petit peu les éléments. C'est la partie la plus ancienne. La partie la plus ancienne. Cette partie-là, je disais, a été construite au XIIe siècle. Le reste, en gros, du XIIIe. Et c'est vraiment le nœud de la cathédrale. On aperçoit le siège de l'évêque. C'est une cathédrale parce que c'est là que siège un évêque normalement. Ouais. Voilà, cette rosace éclairée. Voici donc le chœur qui est roman avec sa très curieuse fenêtre polylobée qui est très probablement d'origine mauresque. On ne trouve pas ça dans le gothique normalement. On sait que l'influence mauresque est montée très haut dans le nord. L'influence mauresque venant de l'Espagne. En haut, ce sont des mosaïques. Bon, les mosaïques sont assez récentes et ne présentent pas un intérêt historique majeur. On a évidemment cette tour qui est romane. Tout ça, c'est du roman, c'est du vrai roman de l'époque. Donc, avec cette. On voit d'ici que les murs sont extrêmement épais, très lourds. Et ça tient, c'est vraiment du solide. Au milieu, un poteau. Ça, c'est le transept. Alors, il y a des chantiers, évidemment, c'est un chantier. Des échafaudages modernes. On voit au milieu un poteau avec du monde dessus. C'est ce qu'on appelle le pilier des anges, qui soutient la voûte. Et on va voir de plus près, sur chaque face du poteau, vous avez des anges qui tiennent une place notre. Et ce pilier des anges est aussi un morceau qui est extrêmement célèbre dans l'histoire de l'architecture. Et derrière, on aperçoit, on va la voir tout à l'heure, cette extraordinaire horloge. Tout ça, c'est une horloge. Et on va s'approcher pour la voir.
tard. Trop tard. Il faut attendre encore un quart d'heure. Dans la carrosserie, l'aspect extérieur date d'une bonne part de la Renaissance. Et l'intérieur, tout ce qui est mouvement, date du 19e siècle, au milieu du 19e siècle. C'était refait, mais on a gardé tout cet aspect grandiose. Là, on voit l'horloge ici, le premier étage, qui donne les heures avec un décalage de demi-heure. On voit les computes, c'est-à-dire en quelques de pape, etc. Et puis tous ces heures-là sont tout à fait animés. Tout à l'heure. Ça fonctionne. Voilà. Alors, tout à fait en haut, il y a 2 étages où les gens tournent. Oui, c'est ce que je vois. Alors, tout à l'heure, on avait un petit bonhomme qui tapait sur la cloche pour changer les bénis et les cartes. Alors, et puis tout en haut, il y a le Christ qui bénit la foule, donc, et puis en haut encore, ça c'est de la Renaissance. Alors, tu peux remarquer les anges, parce qu'on parle du pilier des anges à côté. Tourne un tout petit peu à ta droite, les anges. Voici, tu peux monter. C'est pour ça qu'on appelle le pilier des anges. Ouais, Ça sont les anges, ils ont des ailes. Et ça soutient la voûte qui est en haut. Donc, on est dans une voûte qui est extrêmement élevée. En doré, il y a 4 aiguilles, 2 petites et 2 grandes. Oui. Les blanches donnent l'heure d'aujourd'hui et les petites aiguilles dorées donnent 4h30. Pourquoi 4h30? C'est la date qui donne l'horloge. Il y a un décalage d'une demi-heure. Et c'est tellement compliqué de remettre à l'heure qu'on a préféré ajouter un autre jeu de lignes. Okay. C'est extrêmement compliqué. C'est un mécanisme qui monte jusqu'en haut. Il y a 10 mètres de tringles, de ressorts, etc. Voilà, on a ce qu'on appelle le compute ecclésiastique. Pour calculer la fête de Pâques. Parce que la fête de Pâques change tous les ans. Et c'est évidemment comment calculer la fête de Pâques. Non. Non. La fête de Pâques est calculée comme étant le jour, le dimanche, le premier dimanche, qui suit l'équinoxe de printemps. Donc c'est ça qui va servir à déterminer, et ça a été déterminé par le Concile de Nicée, je crois, en 382, me semble. Donc c'est pour ça que Pâques change tous les ans. Quand j'en fin de compte sur ce pilier-là, et c'est un très grand morceau d'architecture. Ce pilier était célèbre aussi. Alors, je suis en train de découvrir en ce moment en bas que l'inscription est en allemand. Oui, c'est en allemand. Donc, effectivement, je te disais tout à l'heure que cette construction est germanique. On va essayer une course supplémentaire. Et là, nous sommes à... Oui, il y a 4 étages. Le premier, tout le monde est à table. Le second, c'est la crucifixion, Jésus est mort. Au-dessus, à droite, il y a Adam. À côté d'Adam, il y a Ève. Tu as vu Ève? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à côté de Ève? Voilà. Où est le gamin? À droite de Ève. Oui, mais où est-ce qu'il est posé? Et sous le dos de quelqu'un. Qui est en train de montrer sur l'arrière. Ça, c'est un chemin de fer sans chemin de fer. Exactement.